Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode. J'ai oublié c'est quoi l'épisode? 32, 33, 3, 34. on regardera ça. 34, je pense. Vous allez le voir en dessous de l'écran. Ouais, épisode. Non, je fais pas de montage comme ça. Mais par contre, on va sûrement voir à l'écran. Oui, le nouveau bureau, je sais pas. Ouais. Non, plus que ça. Pendant la chanson qui joue. Ah oui, hey, j'ai fait de quoi pendant mon congé de paternité à 2 h du matin? Non, peut-être 1 h du matin, je sais pas. Entre deux couches. Ouais, entre 32 couches. Non, j'ai fait une espèce de vidéo. J'espère que ça marche, en tout cas. Là. Ouais. Peut-être que ça marche Si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que l'intro ne ça n'a pas fonctionne pas. marché. Mais une espèce d'animation quétaine. On améliore le podcast. Hein? On ne cesse de progresser dans ce podcast qui descend de plus en plus bas. Hein? Je suis descendu au sol faire ça. Fait que, C'est vrai. c'est vrai. Hey, premièrement, bonne année à vous deux. Bonne année à vous qui nous suivez. Bonne année. Oui, bonne année, Hubert. Merci d'être encore là pour une Deuxième fois. Deuxième fois au D'être de podcast. retour, hein. Fait que faut croire que c'était pas si pire. Non, là, l'image, ça me stresse un peu, mais Ça, on te j'ai l'avait vérifié pas mon dit. brushing. On te l'avait pas dit, c'est ça. Et bonne année, Laurent. Merci, pour à peu près ma 28e fois au Ouais, podcast. c'est pas plus. Ouais. Bonne année, les profeux. Oui. Bonne année, les Ouais. enseignants. Oui. Donc, on souhaite une belle décennie éducative. D'ailleurs, c'est le thème d'aujourd'hui. Hein? Les défis de la prochaine décennie en éducation. C'est un thème qui est, je crois, plus que d'actualité. En fait, vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, mais Très vaste. aussi. on parle de même des nouvelles toutes chaudes de la journée en éducation. On va y revenir. Oui. On va y revenir. Mais avant de commencer, on aimerait remercier Combia Cold Brew à Saint-Hyacinthe, qui est un cold brew, finalement, une boisson en canette de café infusé à froid. Donc, merci la langue française, Laurent. Je l'attendais, sinon j'allais le dire. Donc, café infusé à froid en canette, qui est 100% naturel, avec du café bio, équitable, etc. Allez voir ça sur leur page Facebook Combia Cold Brew. C'est super bon. Puis, c'est une de mes amies qui fait ça. Fait que, on les salue. Salut. Donc, pour commencer, les défis de la prochaine décennie en éducation, je crois que 2020, c'est une année qui est quand même assez intéressante. On va en parler, mais aussi sur tout ce qui est les conditions en enseignement. On va y revenir tout à l'heure. Oui, parce qu'on est dans une année 2020 de négociation. Mhm. Voilà. Puis on va aussi sur la question de la place de l'éducation. La fin de la décennie 2019, là, de 2010, 2019, 2020, on a beaucoup parlé de conditions enseignantes. On va parler de la place aussi de l'éducation en général, de la philosophie de l'éducation. Donc, c'est des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Et je vous demande, c'est quoi que l'avenir nous réserve sur le plan technologique, sur le plan éducation numérique, selon vous? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles technologies ou on va rester encore avec les vieilles technologies pour cette Des décennie-là? vieilles technologies. Parce que si on se fie à ce qu'on a des fois... Mais non, mais par vieille technologie, tu veux-tu dire le rétroprojecteur ou ton TNI qui est neuf dans ta classe? Ou Ben, est-ce que dans cette décennie-là, on va continuer à dire qu'en éducation, on travaille avec du vieux stock encore? OK. Toi, Hubert, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses-tu qu'on va amener à être plus avant-gardistes dans nos techniques d'enseignement ou on va travailler avec du vieux stock encore? Ben, je pense que le domaine de l'éducation n'a pas le choix, comme tout le reste de la société, d'évoluer. Des fois, cependant, c'est un peu un éléphant. Ça avance pas super vite, mais on n'aura pas le choix. Je veux dire, les jeunes arrivent de toute façon dans nos classes avec des outils technologiques dans leur poche, qu'on leur demande de laisser dans leur poche. Selon moi, on va leur demander de plus en plus de les utiliser en classe. Il va falloir aussi outiller les enseignants. Moi, il a fallu que je me batte au début de l'année pour avoir un TNI dans ma classe, alors que ça avait été promis en 2008, je pense, par le gouvernement libéral. Puis finalement, je l'ai eu au mois de décembre, mais il a fallu que je fasse des petites représentations auprès du technicien puis de la direction pour l'obtenir. Parce que ça ne soit pas des représailles. Là. Non. Parce qu'à la base, c'était pas prévu pour qu'il en mette un dans mon local. Puis moi, j'ai pris l'habitude d'enseigner avec cet outil-là. Je trouvais ça plutôt déstabilisant au début de l'année de ne pas l'avoir.
Puis, si on veut s'adapter aussi au marché du travail, même si ce n'est pas toujours l'objectif premier de l'éducation, là, mais s'adapter au monde dans lequel on évolue, je pense qu'on n'aura pas le choix d'adopter des nouvelles pratiques puis des nouvelles technologies dans nos locaux de classe. Est-ce que tu crois qu'on parle d'ici 10 ans, l'utilisation du papier en soi va pas disparaître, c'est peut-être exagéré, mais du moins prendre une moins grande place peut-être dans le sac à dos des élèves? J'espère, en fait, si j'utilise ma pratique comme exemple, j'utilise beaucoup moins de papier que j'en utilisais il y a 10 ans. Il y a certaines évaluations que je fais faire directement sur iPad ou ordinateur. Souvent, ça va me sauver de la correction. Ouais. Les élèves ont l'impression parfois que c'est une nouvelle façon de faire, puis ça les interpelle un peu plus. Je pense que de toute façon, si on veut avoir une conscience environnementale, puis qu'on utilise déjà des outils qui nous permettent de diminuer, entre autres, notre utilisation du papier, on serait fou de s'en passer. Est-ce que tu crois, Laurent, qu'à un certain point, chaque élève va posséder son iPad dans les 10 prochaines années? Ben, moi, je crois que la réponse est non. Parce que moi, je crois au papier. Oui, une réduction du papier, mais le problème, si on dit le papier et réduire le papier, c'est plus écologique par rapport à utiliser les tablettes. Bon, ça a été avéré aussi que les tablettes utilisent beaucoup de matériaux rares, là, les terres rares qu'on appelle, là, des métaux, peu importe. Des minéraux, etc. Et ça coûte hyper cher équiper des jeunes en tablette, surtout quand tu te rends compte qu'avec le phénomène, d'obsolescence programmée, là, que ta tablette, on dirait, après 2-3 ans, des nouvelles applications qui ne fonctionneront plus nécessairement. Donc, il y a tout le temps des nouvelles technologies. Donc, tu essaies de trouver un format de tablette qui ne va pas, si on peut dire, perdre en efficacité dans les années qui suivent. Fait qu'il va y avoir plus de technologie, mais c'est sûr. Vas-y. Mais c'est impensable de penser que un jeune de sa première année du primaire jusqu'à son secondaire 5 traîne son iPad. Là, C'est impensable. Finalement. Puis en même temps aussi, si on veut que l'accès à l'éducation reste universel, il faut penser aussi justement que chacun puisse en avoir un, en obtenir un. Je ne pense pas que tous les parents des écoliers du Québec sont en mesure en ce moment de payer un iPad à leur enfant. Puis l'État non plus, de toute façon. Non, effectivement. En fait, comme tu disais, c'est ça, la dernière décennie, ça a pas mal été celle qui a démocratisé le tableau numérique interactif, le tableau blanc pour tout le monde. Puis ça a été une avancée. On parle à des collègues qui ont commencé, puis eux ne sont pas encore à l'aise tout à fait ça. Ils s'en servent vraiment simplement comme un projecteur. Même toi, tu t'en sers juste comme un projecteur. Non. Là, je m'améliore. OK, d'accord. Je commence à développer. C'est de la paresse dans mon cas. Mais c'est ça, c'est un outil technologique qui coûte cher, qu'on a peur qui passe date. C'est moi-même, la classe dans laquelle j'étais l'an dernier, le tableau numérique, c'était peut-être une des premières générations, mais tu sais, peut-être même pas. Là, il était là depuis 6-7 ans, puis ils l'ont changé cette année complètement. En disant, le projecteur est plus bon. Ah, c'est lui qui a emmené dans sa classe. Non, j'en ai eu un 9. Mais c'est ça, c'est de voir la durée de vie de ces produits-là. Puis je me rappelle le scandale qu'il y avait eu aussi à peu près de ça 10 ans, là, d'un contact de Jean Charest à qui tous les contrats, justement, un ami. Mais en même temps, moi, je l'ai vu dans la décennie des classes iPad, là, que tous les élèves avaient des iPads. C'est un projet prototype, là. Un projet pilote. On voulait essayer ça, tout le monde a un iPad, puis on fait des activités que là-dessus. Et finalement, les années suivaient, puis il y avait un désintérêt peut-être parfois des élèves, mais surtout des profs qui voyaient ça, oui, comme un outil, mais de tout faire les activités là-dessus, ça limitait. Parce que ça reste que... Mais on veut que les jeunes apprennent à écrire aussi de façon manuscrite. Si on utilise juste les technologies pour écrire, on va perdre aussi tout ce savoir-là et cette motricité fine-là qui est importante. 10 000 ans. C'est probablement un fake news là, que j'avais vu, là, mais j'avais vu un moment donné une nouvelle disant qu'aux États-Unis, ils allaient abandonner ça, l'écriture manuscrite, en disant ça prend trop de temps. Quand tu as un président qui fait que tweeter, c'est sûr. Mais de toute façon, le clavier informatique, c'est déjà rendu obsolète. De toute façon, on s'est dit, je trouve, dans la dernière décennie, puis je pense que dans les années futures, il va falloir réactiver ça. On s'est dit, les jeunes sont nés dans l'informatique, on n'a pas besoin de leur donner des cours d'informatique. Mais on se rend compte qu'ils sont super bons sur leur cellulaire, mais face à un ordinateur pour faire du traitement de texte, pour toute la suite, en fait, Office, là, sont sur Excel, sur PowerPoint, et oui,
En Oui, ils effet, ont il beaucoup en manque d'apprentissage aussi. à faire sur le langage informatique, Oui. comment les logiciels sont construits, l'architecture de tout ça, parce que souvent, ils connaissent vraiment les fonctions de base, mais dès qu'on s'intéresse aux fonctions un peu plus avancées, là, ils sont dans un néant. Oui. Puis, tu sais, je peux pas m'empêcher de. Tu sais, en lien avec ça, je vais rebondir après sur d'autres choses, mais en lien avec ça, Mhm. c'est où qu'on place ce temps-là pour leur apprendre ça à ces jeunes-là? Ouais. Je veux dire, les grilles horaires sont déjà surchargées, on n'a pas de temps passé, personne, sa matière ou presque, on Non, c'est s'entend. ça. C'est quand est-ce qu'on leur parle de ça? Ça a beau être mis, mettons, en compétences transversales, la réalité, c'est que personne ne prend le temps réellement de le faire. Il y a déjà eu des cours d'informatique point. Tu sais, moi, Oui. le premier cycle du Mhm. secondaire, j'ai eu une demi-année complète là, parce qu'il avait réussi Ouais. à séparer Ouais, moi aussi, deux premières c'était étapes, ça. deux dernières étapes informatique, puis on s'est rendu jusqu'à apprendre à créer un site Internet. Mhm. Tu sais, j'ai vu ça dans certaines écoles ou certains pays où il y a des cours de programmation. C'est sûr, ils ne programment pas, je sais pas, Ben, ils font en ce moment en Ouais, sciences. ok. Il y a des applications sur tablette, là, puis Ouais, mais autant ils de rentrent des programmation lignes de que code. ils font de la puis- robotique aussi. La Ouais, robotique, c'est ça. Mhm. Mais là où est-ce que je voulais en venir, c'est que moi, la première fois que j'ai vu un tableau blanc interactif, j'étais à l'université, là, on s'entend en 2012, mettons. Là. C'est la première fois réellement que j'en voyais un. Fait que je peux pas m'empêcher de me dire qu'en ce moment, en 2020, on peut pas imaginer ce qu'il va y avoir en 2028, là, par exemple. Donc, pour moi, je crois qu'il y a des technologies qui vont surplanter ce qui est le tableau blanc. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup, mais tout ce qui est la réalité augmentée, pas virtuelle, mais augmentée, donc ce qui se greffe à l'environnement tel qu'on le voit en ce moment, c'est avec une lunette que tous les élèves Ouais. pourraient avoir. Puis je prends de quoi, je garoche un élève, fais ça, tu sais. Mais Je crois que c'est quelque chose qui s'en vient, puis qui serait peut-être abordable peut-être dans les écoles, en espérant qu'Apple n'en fasse pas un produit qui, justement, qui est programmé pour... Mais j'ai un flash justement parce S'autodétruire. que la personne qui se retrouve dans le local dans lequel j'étais l'an dernier m'a expliqué que quand les installateurs sont venus poser le nouveau tableau numérique, ils ont dit ça, c'est voué déjà à disparaître. Nous, ce qu'on commence à installer, ça doit coûter une fortune, c'est carrément des télés intelligentes Mhm. HD sur carrément. Ouais. Fait qu'il n'y a plus de projecteur. C'est vraiment juste le tableau sur lequel tu un peux gros toucher, là. iPad. Là, Oui, finalement. un iPad qui fait 6 pieds de large, là, c'est ça. Ok. Ouais, voilà. Bref, l'avenir nous le dira. Hein? J'ai hâte de voir où est-ce qu'on se garoche là-dedans. Ah, parce que garocher, des fois, c'est le bon terme. Ben, souvent, c'est que le problème dans les technologies, ils vont peut-être une promesse, on peut dire, d'un gouvernement de dire on va équiper toutes les écoles de ça, c'est le futur. Ben, après, Mhm. les enseignants Ils n'ont pas nécessairement de ne formation. sont pas nécessairement formés pour ça, puis ils ne l'ont pas demandé. On a dit on va avoir des tableaux numériques dans chacune des classes, mais il y a beaucoup de profs qui ne savaient pas s'en servir, puis qui n'en voulaient pas, tout simplement. Fait, ça s'est empoussiéré dans plusieurs classes pendant plusieurs années aussi. À ceci, j'ajouterais You, mon iMac bleu du primaire. OK. Fait que, philosophie d'éducation. Quand on était à l'université, Laurent, tu te souviens, on me parlait que le socio-constructiviste, là-dessus que se construisait la nouvelle façon d'enseigner. Oui. Puis après 5 ans et demi d'enseignement, je me rends compte que très peu de gens l'appliquent réellement ou c'est appliqué des fois un peu à sa propre façon. Comment on va enseigner à la fin de la décennie pour 2030? Est-ce qu'on va continuer à faire l'enseignement magistral, socio-constructiviste ou quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer encore? En fait, si tu parlais de formation universitaire, puis moi, ça me rappelle, il y a un terme qui revenait souvent à l'université, puis on l'utilise encore, la fameuse SAE, la situation d'apprentissage et d'évaluation. Puis on dirait que c'est un mot qui est venu à la mode en éducation, puis ça venait justement du modèle socio-constructiviste. Donc, il y a un projet tout intégrateur où l'élève va se questionner, va mettre des hypothèses, va aller faire lui-même ses propres recherches, va répondre à ses questions, va confirmer son hypothèse. Fait que faire une démarche scientifique par lui-même va être au centre de l'éducation. Et à l'université, à un moment donné, on a juste levé la main. Certains étudiants dans la classe ont dit là, ça fait des années que vous nous parlez de SAE, mais il y a personne à l'université qui nous a expliqué c'était quoi. Pouvez-vous nous le dire un moment donné, une fois pour tout? Fait qu'aujourd'hui, on l'utilise, mais finalement, une SAE, là, c'est un gros projet. Puis au bout du projet, ça a une foiré évaluation, pareil. c'est ça. Je veux dire, ça a foiré pareil. Oui, on fait des projets, mais cette démarche-là, réellement, je prends ce qui m'intéresse là-dedans, puis
Le reste, c'est plate, je le mets au vidange. Qu'est-ce que je pense découvrir dans ma recherche? Ah, puis on va formuler une question de recherche ensuite. Non, c'était peut-être une idée pieuse à la base. Ça fonctionne peut-être pour certains élèves. Est-ce que ça fonctionne pour tous les élèves? Non, Moi, je peux te dire que mes élèves, là, quand je fais du magistral, puis qu'ils prennent des notes, je trouve ça bien plus intéressant que je les mette, mettons, que dans un projet où ils doivent rechercher par eux-mêmes. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui font être plutôt passifs. Fait que ça fonctionne, je crois, pour plusieurs élèves, le socio-constructiviste, construire lui-même son savoir. Mais... Puis les connaissances doivent être enseignées de façon... elles peuvent l'être de façon magistrale. L'élève peut aller à la découverte de ces connaissances-là dans des projets, mais il n'y a pas une façon unique d'apprendre. Ouais. Puis je pense de toute façon, ça se reflète assez bien dans les milieux parce que chaque enseignant a souvent sa propre façon de présenter les choses, sa propre méthode d'enseignement. Est-ce que c'est souhaitable qu'on ait une façon de faire partagée par tous? Si c'est le cas, il va falloir qu'il y ait des grandes discussions qui aient lieu dans les salles de profs, puis également des formations qui soient données, parce qu'en ce moment, il n'y a pas grande interdisciplinarité qui existe dans les écoles. Des projets qui touchent à plus qu'une matière, là, en général, c'est l'exception. C'est plus dans les écoles PEI, on va voir ça, internationales. Oui, parce que c'est quelque chose de valorisé. Ou dans des projets bien particuliers, là, où les élèves sont tous dans la même concentration, même option. Mais sinon, pour les réguliers, là, c'est très rare. Du régulier pur, là, je ne veux pas dire que c'est impossible, là, mais c'est impossible. On peut penser que c'était peut-être une mode. Mais c'est ça, il y a des modes en éducation que c'est pas rare qu'on a une formation, une journée pédagogique sur une façon de faire, une philosophie éducative, puis ça vient, ça part, on finit par l'oublier, parce que quand tu es pris dans ta routine ou que tu as des classes particulières, c'est pas toujours applicable, puis quand vient le temps de l'appliquer avec un groupe que ça pourrait être faisable, ben, finalement, tu te contentes de ce que tu as fait. Fait que, il y a des modes. C'est quoi les prochaines modes? Je ne sais pas. Bonne question. On parlait de la programmation, la robotique. C'est peut-être quelque chose qui va prendre vraiment une ampleur, que chaque élève va être obligé d'être capable de faire des lignes de code, puis de donner des directions à un robot. Puis qu'on parle d'un robot, c'est pas nécessairement un robot humanoïde, mais quelque chose qui roule, puis qui va prendre certaines directions, une pince qui va ramasser quelque chose, puis changer. Justement, des connaissannes qui peut-être vont être utiles dans le futur dans certaines professions. Mais moi, une mode que je vois en ce moment, depuis... que le gouvernement libéral de Fouillard avait imposé le cours d'éducation financière. Il fallait que l'éducation financière, ça soit maintenant, parce que c'était une injustice que dans les 10 dernières années, il n'y ait pas eu de cours d'économie. Fait que là, il fallait qu'il se fasse, pas quand le cours va être bien prêt avec un manuel bien préparé et révisé, mais tout de suite, à l'automne, puis on voyait un chapitre à la voix arriver, là, puis qu'il y ait aussi des cours d'entrepreneuriat dans chacune des écoles. Fait que finalement, de miser, si on peut dire, sur la littératie financière, ces choses-là. Ouais. Mais ça sert, tu sais, les programmes qu'on crée servent tout le temps à un intérêt politique du moment, tu sais, du parti qui est au pouvoir. On ne se fera pas de cachotterie en disant que le Parti libéral, il y a un intérêt justement relié à la finance, l'entrepreneuriat, etc. C'est des valeurs qu'on veut transmettre aux jeunes. Le mot-clic MeToo qui devient hyper populaire, là, c'est un mouvement là, qui prend de l'ampleur. Fait que, on parlait du cours d'éducation à la sexualité depuis longtemps. Le développement se faisait lentement, mais maintenant, ça devient urgent pour cette raison-là, à un moment donné, parce que c'est une mode. Et voilà. Fait que, finalement... Puis souvent, les gouvernements pensent en fonction du 4 ans qui sont au pouvoir et non pas à long terme. Ça, c'est un des défis de l'éducation aussi. Essayer de penser l'éducation en plus qu'un terme de 4 ans pour un gouvernement. Puis ça, on n'a pas encore trouvé, je pense, la solution. Je vais rebondir sur le 4 ans. Autre défi, les maternelles 4 ans. J'ai hâte de voir ça. C'est une mode dans laquelle personne n'embarque, on dirait, sauf le gouvernement au pouvoir. Je crois que ça peut être une bonne chose, mais ça n'a en rien, puis je l'ai déjà dit dans le podcast, en rien, je crois que ça peut amener quelque chose de plus que le CPE. Non, puis on a des éducatrices quand même assez... ça coche, on peut dire. Assez bien formées au Québec, puis je pense qu'on aurait dû
d'ailleurs les impliquer un peu plus là, dans ce projet-là, Ouais. pour faire en sorte que les maternelles de 4 ans se retrouvent réellement dans les milieux défavorisés. Oui, là, c'est ça, où ben, sont parce que vraiment des les enfants besoins. qui ne vont pas à la garderie Non, ou c'est dans ça. un CPE en disant ben, au moins pour pouvoir mieux le socialiser plus tôt, on va l'intégrer. Mais là, de vouloir l'étendre à tout le Québec, puis dans certaines écoles, dans certaines commissions scolaires, au contraire, au lieu d'ouvrir des classes, ils en ferment parce qu'il n'y a plus de classe pour les autres, il n'y a pas d'enseignants pour les autres, et parfois, il n'y a même pas d'intérêt des parents. Fait que c'est pour ça qu'ils en ferment des classes. Là. Effectivement. Fait que, Puis je pense que ça aurait été moins coûteux aussi pour le gouvernement de ouvrir des places en CPE supplémentaires plutôt que d'ouvrir une classe avec un enseignant qui est attitré à cette classe-là, avec toute l'organisation que ça demande à l'école. Je pense que là-dessus, ils l'ont échappé un peu. puis en termes de tu sais, on parle d'espace aussi physique, là, il manque de classe, puis on nous parle aussi depuis comme 2-3 ans de lab-école qui n'arrive pas ou tu sais, que ça s'en vient. Mais est-ce qu'on va être capable d'intégrer ça réellement aussi dans la dynamique scolaire? Puis, tu sais, les lab-écoles, on commence à en construire, Mhm. mais il y a pas des, tu sais, il y a des écoles qui tombent aussi en ruine. Oui, c'est d'une ça. autre Des part. fois, ça a été des écoles qui ont été rénovées ou construites à neuf, mais ça aussi, ça fait partie d'une des modes qu'a lancé Sébastien Proulx, l'ancien ministre de Ouais. l'Éducation. Et là, c'est un nouveau gouvernement, la Coalition Avenir Québec, qui se ramasse avec un petit peu ça. Oh, les lab-écoles qui se ramassent avec un paquet de patates chaudes. Puis Ça coûte, tu sais, on a déjà sûrement dépensé beaucoup d'argent là-dedans. un chose Est-ce qu'on- boucan pour c'est- peu c'est- d'écoles. On va dire, est-ce que ce serait des écoles prototypes ou c'est juste vraiment l'école modèle qu'on veut créer? J'ai vu des choses un peu incroyables, là, qu'on allait créer des serres dans certaines écoles. Une autre école, plus dans le Bas-Saint-Laurent, il allait avoir un fumoir à poissons uniquement pour cette école-là. Parce qu'à un moment donné, il y avait des consultations. Fait que les gens de la communauté venaient voir qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre école du futur. Fait que c'est sûr que c'est lancé plein d'idées. Ça me fait penser un peu à un épisode des Simpsons où on demande à Homer Simpson veux-tu créer ta voiture idéale? C'est ça. Fait qu'à un moment donné, Ce qui est intéressant dans la bécole, c'est qu'au moins on réfléchit au milieu, puis à l'adaptation au milieu. l'architecture et tout ça, l'adaptation du milieu à sa vocation. Mais le problème encore là, c'est que ça serait intelligent s'il n'y avait pas des plafonds qui coulaient à Montréal, s'il n'y avait pas des élèves qui se retrouvaient dans des classes modulaires à l'extérieur. Mais ça demeure injuste quand même. Oui, c'est ça, ça demeure injuste. Puis là, on donne l'exemple d'ici dans la région, on va en bâtir une à Shefford, mais il y a des écoles dans la commission scolaire qui ne sont pas en parfait état, puis qui auraient besoin peut-être de ces sous-là pour être mis à niveau. Dernier thème dans thème comment on pense l'école, mais la gratuité scolaire, puis là, on peut parler à tout niveau. Est-ce qu'on va l'avoir, la fameuse gratuité scolaire? Ça va-tu arriver ou le contexte économique ne le permettra pas? Vas-y. Ben, moi, je le souhaite, mais je n'y crois pas dans le sens que, d'un, on a des gouvernements qui, leur première priorité étant toujours l'économie. Je vois pas comment ils vont... financer les entreprises. C'est disons. ça. Puis l'éducation, ça demeure... ça rapporte à long terme. Puis comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ces gens-là ne pensent pas à long terme. Ils pensent à court terme. Ils vont, selon moi... moi, je pense qu'on va rester plus près du statu quo parce que, heureusement, il y a des gens qui se lèvent lorsqu'on veut augmenter les frais de scolarité, lorsqu'on veut augmenter les coûts d'inscription au cégep, dans les écoles secondaires et primaires. Mais est-ce qu'on va arriver à la gratuité scolaire? Je le souhaite, mais je ne mettrai pas ma... En fait, au niveau de la gratuité, c'est paru dans les médias aujourd'hui que le ministre des Finances du Québec disait faut permettre encore plus de parascolaires gratuits dans les écoles publiques parce que du parascolaire gratuit dans les écoles, ça permet de faire une bonne compétition aux écoles privées. Mais ce qu'on oublie un petit peu de dire, c'est que la compétition là, aux écoles privées, là, On se la crée nous-mêmes. on se la crée nous-mêmes C'est parce ça. que le gouvernement du Québec finance, Puis- subventionne les écoles privées. Fait que faites juste baisser les subventions, puis ils vont devoir se les payer pour de mais vrai. Tu as raison, mais puis on en a déjà parlé au podcast, mais on Oui. se compétitionne aussi entre écoles écoles publiques. publiques, Oui. ce qui est aberrant, là, je veux dire. S'il y en a qui va créer un programme
de sport-études, l'autre d'anglais intensif, l'autre, je sais pas, plein d'autres programmes puis pour voler la clientèle. Là. On s'entend, ça peut être mêlant pour un jeune. Je veux-tu faire du sport-aventure, du multisport ou du sport-études? À un moment donné, là, jeune, c'est ça la compétition déloyale. Bref, est-ce qu'on va être capable de faire un peu de ménage là-dedans dans les 10 prochaines années? À suivre. Arrêter le financement aux écoles privées, ça serait... Oui. En tout cas, je parle personnellement, je ne veux pas me faire d'ennemis, là, mais... Non, mais c'est un peu illogique si on veut justement que, un peu égaliser le système, qu'on subventionne encore des écoles à l'extérieur du système public. Sinon, le gouvernement en place voulait quand même faire la clarté avec, puis de toute façon, ils n'ont pas eu le choix parce qu'il y a une poursuite judiciaire là-dessus, à faire la clarté sur qu'est-ce que le parent doit payer et qu'est-ce que l'école doit payer. Thème du jour, c'est sorti ce matin à 6 heures. Laurent m'a envoyé un message texte pendant que je suis en train de bercer mon fils. Là, je me disais que ça allait arriver au bon moment. Ouais, c'est ça. L'avenir du cours d'éthique et culture religieuse, hein? Gros thème de la journée. Qu'est-ce qui arrive? Le cours d'éthique et culture religieuse est aboli. Ouais, non, c'est pas réellement ça. Là. La réforme du cours, je crois qu'elle devait arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est la question. C'est prévu pour 2022-2023, l'implantation du nouveau cours. À date, le gouvernement semble vouloir, à première vue, questionner les profs, justement, qui font ce cours-là. Donc, c'est intéressant, tant mieux. Je crois qu'il faut aller voir les principaux concernés. Ça, c'est une belle démarche. Aller voir les profs, ben oui, il faut aller voir les profs. C'est ça. Non, mais on s'entend que ça n'a pas toujours eu lieu. Là. Non. Mais est-ce qu'on peut consulter la population? T'sais, on dit on va consulter la population sur tous les thèmes qu'on veut amener dans ce cours-là. Mais quelqu'un me disait, aujourd'hui, j'ai lu ça sur Internet, je ne sais pas, mais quand est-ce qu'on est allé consulter la population pour réformer le cours de mathématiques? Mais tu sais, pourquoi consulter une infirmière? Est-ce que la population a son mot à dire sur comment l'infirmière va faire sa prise de sang à un moment donné? Non, c'est ça. Ça laisse place à ce qu'il y a plein de lobbies qui se rendent dans des commissions parlementaires, des consultations publiques pour dire, ben nous, notre petit sujet, on veut qu'il soit amené, puis on veut que les enseignants l'amènent de telle façon. Parce que, si je peux parler, parce que c'est mon domaine, là, l'éthique, là, je crois que l'éthique, le gros défi pour la prochaine décennie, c'est que ça ne devienne pas un cours fourre-tout, là, qu'on parle de sexualité, en dedans d'un mois, je pourrais bien parler de sextorsion, puis 2 cours après, je parle de Jésus. Pour les élèves, il n'y a pas de ligne directrice dans ce cours-là, parce que justement, c'est un cours fourre-tout. Fait que donner un vrai angle d'entrée à ce cours-là avec une ligne directrice, avec des thèmes qui s'emboîtent dans une logique, déjà ça serait... Une progression des apprentissages. Voilà. Oui, il y en a une, puis oui, il y a des thèmes qui sont fascinants, mais il y a tellement peu de temps pour exploiter ça d'une manière convenable que ça en fait un cours qui ça peut paraître n'importe quoi. Là. Puis à tous les gérants d'estrade là, qui vont chacun avoir leur mot à dire. Ouais, sur hey, on est tanné, là, une chance qu'on parle plus de religion. Les enfants vont enfin décider de penser par eux-mêmes. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Qu'est-ce que tu voudrais, mettons, que ce cours-là, futur, là, ce serait quoi les valeurs de base, mettons? Oui. Puis valeurs, non, c'est un cours d'éthique. Mais pour toi, selon toi, ce serait quoi cette ligne directrice-là? Bien, je crois que la philo doit prendre plus de place. Tu sais, l'éthique, c'est une branche de philo, là, ça va sans dire, mais former les profs à diriger des ateliers philo-jeunesse, il y a une démarche, une didactique qui me manque grandement. J'ai eu des formations là-dessus, puis honnêtement, ça vaut la peine juste des fois changer la façon de questionner l'élève, l'amener à avoir des réflexions. Ça change vraiment de quoi. Puis moi, je l'ai mis en pratique cette année un peu plus, puis déjà, je trouve qu'il y a des élèves qui ont des réflexions plus intéressantes, puis utiliser justement la littérature, des films, des moyens appropriés pour amener une réflexion. Développer l'esprit critique. C'est ça. Dans un monde où de plus en plus, justement, l'information est difficile à filtrer. Voilà. Puis le fameux thème religion, oui, je pense que la CAQ s'attaque au thème religion. Puis effectivement, il y a probablement du ménage à faire dans certains thèmes qu'on aborde avec les élèves. Ben, pas parce qu'ils sont pas l'aborder moins, l'aborder mieux, dans un sens. C'est ça, être plus efficace, je crois qu'il ne faut pas complètement abolir le concept de religion. Oui, la religion, c'est quelque chose qu'on pratique pour soi, etc. On ne s'obstinera pas là-dessus, mais il y a des bases à avoir quand on vit dans une société plurielle comme on vit en ce moment.
que ça va continuer à augmenter. Là. Il y a de l'immigration qui va continuer à exister puis à augmenter au Québec, à moins que la CAQ empêche tout le monde de rentrer dans les prochaines années. Là. Mais il faut continuer à parler de religion, mais peut-être d'une façon plus objective, historique, je dirais. Moi, j'apporte plus côté histoire religieuse que... Le problème, c'est que souvent, on dit la religion, tu crois à ça, puis c'est tout, puis tu sais, pose-toi pas de questions. Alors qu'éthique, de nos bases, c'est pose-toi des questions, puis remets en question ce que l'ordre établi, remettre en question certaines choses, puis te questionne-toi. Fait qu'il y a un clash entre les deux aussi pour les élèves, puis il faut les amener à clarifier ça pour eux. Ils comprennent pas toujours. Mais là, c'est quoi éthique? C'est quoi religion? Pour eux, c'est pas toujours clair, tout ça. Bref. Une grosse... Oui, non, mais je comprends qu'en effet, pour les élèves, ça peut être mêlant de dire au final, tu sais, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est éthique, c'est sur le même pied d'égalité que toutes les religions du monde. Fait que finalement, la science. Mais ça, revenir à dire ça peut être insultant aussi pour les jeunes. Oui. Il y en a qui ont des croyances, c'est bien correct, mais mettre ça sur le même pied d'égalité pour eux, ça peut être confrontant. Ça peut être confrontant, oui. Mais bref, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est d'établir des objectifs plus clairs, de où on veut que ce cours-là nous mène en tant que société. Puis moi, personnellement, mon souhait, c'est que ça participe au mieux vivre ensemble. Parce que notre société est diverse. Puis bon, ce cours-là peut servir justement à peut-être faire en sorte qu'on comprenne mieux l'autre puis qu'on l'accepte plus. Là. Puis faire du pouce à la citoyenneté. Faire du pouce sur ta matière aussi, tu enseignes le français, mais il est démontré que des jeunes qui ont fait plus de philo, de la philo-jeunesse, vont avoir une meilleure argumentation aussi en français. Assurément. Il y a des bienfaits, puis j'en reviens à ce qu'on parlait, mais quand on est dans des thèmes populistes comme parler d'économie, on axe plus sur le avoir que sur l'être, et ça donne des fois des conséquences. Ça amène une vision différente de l'éducation, puis au final, on s'éloigne peut-être. Il y a des bienfaits aussi à se questionner puis à se pencher sur soi. Puis je crois qu'au Québec, on s'éloigne de ça. À se connaître soi-même, l'éducation à l'empathie, tout simplement. C'est des choses qui sont essentielles. Là. C'est fou, là, des fois, des commentaires avec peu d'empathie que je peux entendre des jeunes, des fois. Puis on ne veut pas se positionner tout le temps non plus, mais c'est vrai, mais tu t'es-tu mis à la place de l'autre? Réfléchis. Bref. À voir, on espère que des belles décisions vont être prises. Les consultations publiques vont commencer sous peu. Ça a l'air que des gens peuvent aller sur le site du ministère de l'Éducation pour répondre à un questionnaire. Là, je vais le faire, assurément. Au gros thème, là, on va essayer d'accélérer. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on roule, mais on a du temps encore. Décrochage scolaire, là, un gros thème qui date. Parce qu'on dirait que ça a été la lutte de tous les derniers gouvernements. On en a peut-être moins parlé dans la dernière année ou même décennie, là, mais depuis les années 90, il faut lutter contre le décrochage scolaire, particulièrement au niveau des jeunes garçons. Mais est-ce que c'est une lutte à finir là, jusqu'au décrochage zéro? Est-ce qu'il va toujours rien avoir? Est-ce que l'objectif, c'est encore et toujours le diplôme d'études secondaire 5 pour 100% des petits Québécois, des petites Québécoises? Est-ce que c'est ça l'objectif? Moi, je pense pas personnellement, pour avoir enseigné dans des programmes où on visait justement que l'élève ait une qualification au moins à sa sortie de l'école. Puis moi, ce que je pense aussi, c'est sortir souvent les jeunes qui vont décrocher, les jeunes garçons, vont vivre une forme d'isolement. Puis moi, je pense que c'est cet isolement-là qu'il faut briser. Puis de toute façon, c'est prouvé que plusieurs, les statistiques vont le montrer, je ne les ai pas, là, mais plusieurs vont retourner après avoir décroché. Le raccrochage. Ils vont raccrocher, vont venir compléter une qualification qui va leur permettre d'avoir accès au marché du travail de façon plus efficace. Puis je pense que c'est aussi là-dessus qu'on doit miser sur les programmes particuliers qui offrent justement une alternance travail-études, des programmes qui vont permettre à ces jeunes garçons-là d'explorer certains métiers. Pas nécessairement, je m'inscris en soudure pour toute l'année, mais plutôt, je m'inscris dans un programme qui va me permettre justement d'aller essayer plusieurs choses pour voir qu'est-ce qui peut, moi, m'accrocher. Parfois aussi permettre à ceux qui reviennent de juste venir faire un cours, si c'est ça leur intérêt, pour voir
sont intéressés puis ils veulent rembarquer dans le processus. L'accessibilité à l'éducation, finalement. Là. Oui, parce que à vouloir à vouloir sauver tout le monde, là, souvent on va lancer des flèches un peu partout puis on ne va pas atteindre la cible. Puis je pense qu'en tant que société, ce qu'on veut, c'est que nos jeunes se développent selon leurs aptitudes et selon leurs capacités, puis qu'en même temps, par la suite, ils puissent être des acteurs, des acteurs qui vont apporter leurs compétences, que leur travail soit en quelque sorte reconnu, puis quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Ben, c'est ça, tu sais. Si tu ne connais que des défaites académiques, là, que ça va toujours mal au secondaire, il faut quand même qu'au bout, là, dans ta vie, tu puisses être heureux, puis que tu puisses en quelque part connaître des victoires. Puis tes victoires, c'est pas nécessairement d'essayer justement depuis 3-4 ans, là, d'essayer de réussir ton cours de français secondaire 5 ou ton cours de mathématiques, mais d'avoir justement des programmes alternatifs, d'arrêter d'appeler ça des voies de garage, là. FPT, FMS, peu importe, d'autres programmes qui te mènent vers une autre voie de diplomation, vers un DEP, ça permet de valoriser des jeunes, les rendre plus autonomes, puis de les rendre, si on peut dire, admissibles au marché du travail, c'est ça. Mais il y a tellement une rigueur, un côté by the book, des fois, dans l'éducation que je comprends pas. On veut comme un taux de réussite, mais c'est quoi réussir en même temps? J'espère pour la prochaine décennie qu'il va y avoir comme le diplôme d'études de secondaire 5, mettons, on va dire régulier, mais aussi une alternative qui permet à des jeunes de regarder. C'est clair que tu n'iras pas au cégep, c'est clair que tu n'iras pas à l'université, mais ce diplôme-là, ça dit que tu es capable de travailler ou qu'on peut t'admettre dans plusieurs DEP. Non, mais un FPT, FMS, c'est considéré comme pas un équivalent du secondaire 5, mais c'est un diplôme, il y a un papier relié à ça. Là. Mais souvent, ils vont se faire fermer la porte au nez aussi à ces jeunes-là. Il y a cette réalité-là aussi qu'on ne tient pas assez. Peut-être en ce moment, puis peut-être les prochaines années aussi, ça va être le cas. On a l'impression qu'on se ramollit parce qu'il y a une pénurie aussi là, c'est le marché du travail. On regarde nos élèves. Mais peut-être que la solution est là, justement, d'impliquer aussi les entreprises dans la formation des jeunes, puis qu'il y a une collaboration plus étroite, justement, entre les entreprises locales et les écoles pour, cet élève-là, ça ne va pas bien en classe, mais il démontre un intérêt pour telle chose. Est-ce qu'on ne peut pas le jumeler à une entreprise qui, elle, pourrait faire de la formation en même temps qu'elle utilise cette main-d'œuvre? J'ai vu ça dans la région, à Granby, une usine, justement, qu'il y a une grosse affiche, puis « Hey, t'as pas de diplôme, pas grave. Nous autres, on va te donner comme 10 000 heures, je sais pas. Là, on va te former. On va te former, tu n'auras pas besoin d'aller à l'école, tu vas travailler ici. Puis quand tu vas sortir, si tu veux sortir, tu vas avoir ton diplôme. » C'est quelque chose que c'est à leur avantage. Là, puis la soudure, on s'entend, c'est pas un petit job. Il y a beaucoup de demandes en soudure. Là, c'est recherché. Là. Bref. Peut-être une meilleure étroite collaboration. Parce qu'il avait déjà été évoqué là, par certains partis politiques, même gouvernements, l'âge obligatoire de l'école, c'est jusqu'à 16 ans. Puis certaines personnes disaient, pour qu'il y ait moins de décrochage, on va se rendre jusqu'à 18 ans. Fait que la personne va être obligée d'être sur les bancs d'école jusqu'à l'âge de 18 ans. La DPJ va venir comme obliger le jeune de 17 ans et demi à retourner à l'école. C'est ça. Mais en même temps, certaines d'autres personnes avaient proposé, 18 ans, c'est correct. Si il n'y a aucun diplôme d'études secondaires, au moins il va explorer d'autres choses. Il va aller peut-être vers un FPT. Parce qu'il y en a là, des jeunes dans nos écoles qui n'ont pas leur diplôme d'études secondaires, mais ils veulent persévérer et sont rendus à 17-18 ans. Là. Il y en a. Mais en même temps, tu ne veux pas l'obliger. Fait que ce soit reste à l'école jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Parce que le jeune qui a son diplôme d'études secondaires 5 puis que non. Tu as ton diplôme d'études secondaires 5, parfait, tu l'as eu à 16 ans, 17 ans. On t'oblige là, à aller au cégep, on t'oblige là, à aller à un DEP, c'est un peu too much. Fait qu'au moins, tu as un premier diplôme, que ce soit secondaire 5 ou équivalent, là, puis après, merci. Good job. Après, tu es libre, là, on t'a formé comme citoyen à l'école, là. Go! L'avenir de notre profession en termes de conditions, qu'est-ce que ça va avoir l'air? De un, est-ce qu'on va régler la pénurie, vous pensez, d'enseignants? Ça ne sera pas facile.
Comment on va aller chercher ces jeunes-là à dire « Hey, notre job n'est pas si pire, venez-vous-en. » Souhaitons qu'on est dans un creux de vague, là, puis que ça va s'améliorer dans quelques années, parce que on recule d'il y a 5-10 ans, puis on n'arrêtait pas de dire avoir des postes en éducation, ça peut être long, puis ça peut être difficile. Puis encore là, il y en a encore des enseignants dans nos écoles qui sont là depuis plus de 10 ans, puis qui n'ont pas de permanence. Ben voilà, c'est ça. Fait qu'on est dans une pénurie, mais... Mais comment on amène deux. les jeunes? C'est quoi que les jeunes Ben, peuvent être rebutés par cette job-là? Ben, c'est pas un job qui est valorisé socialement en partant. Là. Je veux dire, il y a eu une scission qui s'est faite. Je ne sais pas trop si c'est au changement lorsqu'on a créé le ministère de l'Éducation, mais je veux dire, auparavant, dans le passé au Québec ou ailleurs, l'enseignant, c'était une figure d'autorité. Là, On passe souvent pour le méchant. Là. On l'a plus trop, cette place-là dans la société. Puis comment ça se fait, c'est difficile à expliquer, mais c'est clair que les conditions de travail, les conditions salariales, l'université, la formation qui est donnée n'est peut-être pas toujours adaptée au rôle à l'importance du rôle qu'on a dans la société. Ce sont toutes des choses qui doivent être considérées. Quand on a des offres comme les dernières qui ont été reçues, où on nous demande de faire plus d'heures pour un salaire, une augmentation salariale qui ne suit même pas l'inflation, en partant, ça, c'est pas un bon signal c'est un recul envoyé. de nos conditions de travail, en effet. Fait est-ce qu'il y a vraiment des jeunes qui finissent le sujet de faire « Ouais, on n'arrête pas d'entendre aux médias que là, il y a plein de profs qui tombent en dépression, qu'il y a plein de profs justement qui quittent la profession. Ah, puis moi, ça va me tenter cette profession-là. Ah, puis tu entends que ceux qui vont en éducation, là, c'est ceux qui sont pourris en français parce qu'ils n'arrêtent pas d'échouer un examen qui s'appelle le TECFE. Ah, puis tu entends l'espèce de proverbe, ben, si tu n'es pas capable de le faire, ben enseigne-le. Là. C'est sûr que ça ne valorise pas la profession, puis que ça n'intéresse pas les meilleurs, si on peut dire, dans tous les domaines, d'aller enseigner. Tu sais, ça. Puis la maîtrise, excuse-moi, vas-y. comme la maîtrise qualifiante aussi, est-ce que ça peut être une avenue pour justement, tu sais, moi je m'intéresse, je sais pas, à la biologie, mais je serais sûrement capable d'enseigner la science au secondaire. Après ça, est-ce que je suis obligé de me retaper un bac de 4 ans pour enseigner ou je peux juste faire justement une voie voie de passage là, pour... ça, une espèce de certificat de deuxième cycle. Mais il n'y a rien qui t'assure que tu vas enseigner la biologie au secondaire aussi. C'est ça qu'il faut considérer. Puis moi, j'ai toujours dit, je crois qu'il faut être passionné plus par l'éducation que par ta matière. Là. Par les jeunes aussi. Oui, c'est ça. Travailler avec des jeunes, c'est pas évident. Tout le monde... Vous l'entendez sûrement, mais tu travailles avec des ados, des jeunes, ils n'ont pas d'allure. C'est tout le temps ça qui revient aussi. Là. C'est tout le temps ça. Ah, t'es bon, toi. Je ferais pas ça, mais essaye, là, tu verras. Là, quand j'étais au secondaire, là, l'histoire, je détestais ça, mais avec toi, là, j'aurais aimé ça. Madame, on se connaît pas. Qui vous? On va-tu avoir des écoles neuves, rénovées d'ici 10 ans? Là? Est-ce qu'on va régler là, la moisissure? Ben ça, c'est quelque chose qui peut rebuter aussi. Là, en plus que tu te retrouves avec, on dit dans les médias, là, hey, des gangs de Mongols d'adolescents là, qui te respectent pas, là, qui te lancent des chaises par la tête dans une classe là, qui est en train de moisir. C'est peut-être même une classe modulaire. Là, tu vas enseigner dans une roulotte. Ça t'intéresse pas vraiment. C'est pas très vendeur quand il y a une enquête, là, quelqu'un qui va faire de la suppléance sur le fly comme ça, là, du Journal de Montréal, il prend des photos, là, ça se déroule comme si c'était l'enfer sur Terre. Ça représente pas ce que je m'étais imaginé en regardant Professeur Jones dans Indiana Jones. Ou Virginie. Parce que les commissions scolaires, en fait, comment ils basent leur avenir, souvent, là, de ce que j'ai entendu d'une ancienne commissaire, ils regardent les statistiques de l'assurance maladie. Fait qu'ils regardent combien de cartes d'assurance maladie vont être délivrées, viennent d'être délivrées. Fait qu'ils disent, parfait, fait que dans 5 ans, dans nos écoles, il va y avoir tel nombre de jeunes qui vont rentrer. Mais certaines commissions scolaires vont peut-être oublier que, il y a des projets domiciliaires dans notre ville,
oublier qu'il y a de l'immigration aussi. Fait que la carte d'assurance maladie n'est pas garante de tout. Fait qu'en effet, il y a plein de villes, de quartiers où il y a beaucoup trop de jeunes pour finalement l'école. Fait qu'à un moment donné, il y a vraiment un déficit, là. Je ne sais pas combien d'écoles il manque au Québec, combien d'écoles primaires. Écoute, il manque peut-être, je sais pas, une cinquantaine d'écoles primaires qui sont à construire ou qui sont à rénover. Tu sais. Hey, dans le quartier Hochelaga, qui ont gardé juste la façade en pierre qui était patrimoniale, c'est qui ont ça. démoli le reste de l'école parce qu'elle était pourrite en entier. Là. Là, on espère que toutes ces rénovations-là, oui, qui vont coûter cher, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Là. Je pense que dans la prochaine décennie, ça va être fait, ces rénovations-là. Puis qu'il va y avoir des écoles pour tout le monde. Que c'est pensé à long terme, j'espère, là, au minimum. Là. Oui, c'est ça. Puis au lieu de dire, dans telle ville, il aurait fallu 4 écoles primaires de plus, mais on n'a pas les terrains pour ces 4 écoles primaires. Fait qu'on va juste créer une école primaire là, pour 800 élèves. Là. Une école primaire de 800 élèves, là, ce n'est pas à taille humaine, à mon sens. Puis qu'on rentabilise aussi ces espaces-là de façon communautaire. Ouais. Moi, mon école de quartier, le gymnase n'est pas accessible là, le soir. Complètement niaiseux. Mais il devrait l'être. Puis je devrais pouvoir aller jouer avec mes enfants au badminton. Il devrait avoir une plage horaire à tous les jours pour utiliser justement ces espaces-là pour lesquels on paie. Là, la société, on paie pour ça, puis ça serait aussi rentable au niveau de la communauté, de l'esprit de communauté, puis de l'activité physique, etc. Il y a deux façons de le voir, justement d'un point de vue communautaire, mais aussi, j'aime pas ce que je vais dire, mais ça peut être payant pour ces écoles-là aussi. Tu sais, ta ligue de deck hockey là, du lundi, mercredi, jeudi, vendredi soir dans le gymnase, tu sais, chaque joueur à chaque semaine paye 10$. Ben, crime, c'est de l'argent pareil. Là. Mais c'est un fait que les villes vont souvent créer des centres sportifs parallèles avec des plateaux sportifs parallèles. Mais on les a, les gymnases. On a le gymnase, puis justement, le terrain de deck hockey, mais le don sur le terrain de l'école. Le terrain de squash, peu importe, là, le mur d'escalade, mets-le dans l'école au lieu d'en créer un payé par la ville. Puis, bon, une synergie. Le jour, c'est les élèves qui peuvent bénéficier de ça. Puis le soir, ben, c'est toute la communauté. Un meilleur travail d'équipe. Une meilleure concertation. C'est ça. Dans le lab communauté. Ah, c'est bon. Ah, c'est beau. Est-ce qu'il va y avoir une plus grande augmentation des classes d'adap dans les prochaines années, selon vous? Est-ce qu'on va avoir plus de classes d'adaptation scolaire? On l'observe. Actuellement, ça va continuer. Ça va-tu continuer? Il y a de plus en plus, entre autres, je prends un exemple, il y a de plus en plus de diagnostics de TSA, par exemple, des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme. Est-ce que c'est vraiment avantageux que tous ces élèves-là soient intégrés dans les classes régulières? Est-ce que des élèves qui ont des grands troubles de comportement, est-ce que c'est avantageux qu'ils se retrouvent dans les classes régulières? Je pense que ça, c'est des questions qui sont revenues là, à l'avant de l'actualité. Moi, je pense qu'il va y en avoir davantage pour servir un peu mieux tout le monde. Là. Je veux dire, à la fois, on n'aide pas ces enfants-là qui ont des besoins particuliers, puis parfois, on nuit également aux élèves réguliers qui, eux, doivent composer avec un enseignant qui n'a pas toujours toutes les ressources pour venir aider ceux qui demandent un peu plus dans la classe. Oui, puis c'est tellement un cas régulier, régulier qu'on intègre des jeunes justement avec des difficultés ou leurs propres défis. Puis on a beau être bien intentionné tout le temps, c'est pas réalisable. 28 dans une classe, on fait des choix, puis les choix ne sont pas toujours à l'avantage de l'élève qui a un besoin particulier. C'est ça. Fait que sûrement qu'on va peut-être assister encore plus à ça. Dernier thème. On se garde ce pour début de 2020. Ouais. Conditions enseignantes, là, on va rentrer dans une année on est dans une année de négociation. Oui. Salaire, est-ce que ça va augmenter le salaire? Là, je sais. Salaire qui n'augmentera pas. Salaire. Oh. Là, c'est moi qui ne l'avais pas remarqué. Mais on pointe souvent du doigt les profs qui demandent de l'argent, des vacances. On peut s'arrêter de déculpabiliser à un moment donné, là? C'est quand même quelque chose que je crois qui est important, le salaire. Là. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on va réussir à aller chercher plus de jeunes? Est-ce que le salaire, les conditions de travail en général des enseignants, le nombre d'élèves par classe, c'est quelque chose que
miraculeusement, dans les 10 prochaines années, ça va être du moins acceptable. Moi, j'ai toujours pensé qu'au primaire, c'est vraiment là où ils l'ont plus difficile, là, qui sont vraiment prises avec une classe titulaire et qui voient beaucoup plus les élèves que nous. Puis en plus, à travers ça, il faut qu'ils planifient vraiment plus de périodes. Fait qu'il y a vraiment un stress, je crois, qui est plus fort au primaire qu'on le vit peut-être au secondaire. Oui, au secondaire, on vit la crise d'adolescence. Les élèves arrivent... bref, des fois avec certaines problématiques, mais nos conditions de travail, oui, je pense que le salaire en fait partie. Puis souvent, on n'arrête pas de dire « Ah, mais non, on va laisser faire le salaire, puis on va penser plutôt à, on veut une réduction des tailles des classes, on veut de l'aide de professionnels, de psychologues, d'éducatrices spécialisées, ces choses-là. » Fait que le salaire, ça va être secondaire. On ne veut pas prendre les élèves en otage avec ces demandes-là, mais si ça fait combien de négociations qu'on dit que le salaire est secondaire, et qu'on ne reçoit jamais ce que l'on souhaite, à un moment donné, il y a un rattrapage à faire. Et ça a été étudié, là, pas juste par les syndicats, mais par des organismes extérieurs. Mais les profs du Québec sont ceux qui sont les moins bien payés au Canada. Et je ne crois pas que le coût de la vie là, soit si bas au Québec comparé à toutes les autres provinces au Canada. Mm-hmm. Mais en même temps, puis moi, je ne veux pas m'opposer à une augmentation salariale, là, mais c'est ce qu'on parlait tantôt, entre autres, là, les milieux dans lesquels on travaille. Ça, pour moi aussi, c'est important. Puis les gens qui sont autour de nous. Je pense que c'est une bête à plusieurs têtes, puis il faut un peu en donner à tout le monde, là. Parce que si on reste uniquement avec soit juste des demandes salariales ou soit juste des demandes sur les conditions puis les ressources, je ne pense pas qu'on va attirer plus de jeunes vers la profession. Bref, on souhaite un beau dénouement cette prochaine décennie. Ouais, à partir du 31 mars que les négos commencent. Là. Ouais. Ben, les négos commencent déjà, mais je veux dire que notre convention vient à échéance. Ouais. Voilà. Donc, ce qu'on vous souhaite, c'est une 10 belles prochaines années, hein, si vous n'êtes pas encore prof puis que vous êtes intéressé à la profession, parce que j'ai des messages pour le podcast, ça a l'air qu'on est écouté par des profs qui présentent ça à l'université. Fait que si vous êtes un futur enseignant, vous songez être un futur enseignant, sachez qu'on vous souhaite des belles conditions quand vous allez arriver. On va continuer à militer. Faites-vous un petit X sur votre calendrier là, en 2030, puis réécoutez ce podcast-là. Je pense que ça pourrait être intéressant comme expérience. Et sinon, pour ceux qui pensent que la nouvelle décennie commence véritablement en 2021, là, ben, vous viendrez nous voir l'an prochain. On fera cette même émission-là avec vous. Okay? Mot à mot. Hey, on vous remercie d'avoir écouté le podcast. On vous souhaite une belle année 2020. Si vous avez aimé ce podcast-là, allez aimer notre page Facebook, partagez, aimez sur YouTube. On est aussi sur Spotify, iTunes, Google Play, Balado Québec, Overcast. On est partout. On est partout. Omniprésent. On est comme le choléra. On est partout. Donc, on vous remercie. Passez une excellente semaine. Salut. Bye. Bye.